franchement, soyez indulgents parce que là, j'ai l'impression d'être Claire Chazal, alors que franchement, c'est pas du tout mon domaine. Description. Parce qu'ils font toujours comme ça. Il m'embête ce monsieur. À boire. En fait, tu vas finir par prendre le smoothie dans la gueule. Ouais, c'est compliqué. Maintenant, quand on fait l'ALIA, en Je général... reviens. Bon, et plus sérieusement. Ma femme a toujours raison. Faut le savoir. Ma femme a toujours raison. Voilà, je le dis haut et fort, c'est enregistré net sur YouTube. Qui était contre la France. Qui était contre la C'était pas France, forcément voilà. pour l'autre équipe, ils étaient juste contre la Tout le France. monde était contre la France, voilà. C'était... Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec mon mari, comme vous pouvez le constater, qui va m'accompagner sur cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que oui, parce que la vidéo a eu un grand succès. Il y a quelques semaines, je vous ai posté en fait l'histoire de mon alia et vous avez adoré cette vidéo, ça vous a beaucoup plu, ça a engendré également beaucoup de questions et d'interrogations de votre part, et donc beaucoup d'intérêt. Et donc on m'a suggéré de faire une deuxième version, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant cette fois de partager avec vous l'alia de mon mari, puisqu'on ne l'a pas fait ensemble, et puisqu'on s'est rencontrés après, en fait, on s'est rencontrés ici en Israël. Et donc, il va vous raconter un petit peu, lui, ce qu'il a vécu comme alia, comment ça s'est passé pour lui, parce que vous allez voir qu'on a certains points qui sont en commun, mais on a aussi beaucoup de choses qui sont différentes. Donc, je pensais que c'était intéressant aussi de pouvoir vous parler d'une autre expérience de l'alia. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant ça, je voulais également vous parler d'autre chose. Ça reste sur le thème de l'alia, bien évidemment, mais je voulais vous parler d'une association qui m'a contactée suite à la vidéo justement où je vous raconte l'histoire de mon alia et que je pense qu'il peut être intéressant de vous relayer aujourd'hui dans cette vidéo. C'est pas du tout une collaboration, c'est la directrice de l'association qui m'a contactée, qui m'a expliqué un petit peu ce qu'il faisait et j'ai trouvé plutôt intéressant de vous en parler pour ceux qui seraient on va dire dans la réflexion de votre alia, savoir si vous voulez venir, pas venir, et si vous voulez venir, peut-être que vous vous posez des questions sur comment faire pour plein de domaines, notamment, je sais pas, le travail, trouver un logement, etc. Et en fait, il faut savoir qu'en Israël, il y a quand même quelques associations françaises qui aident à l'alia. Alors bien sûr, ça ne se substitue pas à l'agence juive. L'agence juive, c'est vraiment le passage obligé pour pouvoir décréter si vous êtes éligible ou non à l'alia. Mais en plus de l'agence juive, vous avez des associations qui peuvent vous aider. Mais là, en question, ce dont je voulais vous parler, c'est de l'association qui s'appelle Dor Hadash. Je vous mets le nom et je vous mets bien sûr le lien du site internet dans la description pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Alors j'ai pris mes petites notes comme d'habitude parce que je ne peux pas me souvenir de tout et surtout je ne voulais pas oublier les points importants. Donc en fait cette association, elle est agréée par l'agence juive pour aider justement à l'alia. Donc c'est-à-dire que l'agence juive, elle a validé en fait vraiment toutes les actions que fait cette association. C'est une association qui va vous permettre d'avoir un accompagnement avant, pendant et après votre alia sur l'année qui suit votre alia. Ça va concerner notamment les 30-60 ans. Il se base vraiment sur cette tranche d'âge en fait. Mais par contre, après, peu importe que vous soyez célibataire, marié, avec ou sans enfant, si vous êtes dans la tranche d'âge 30-60, vous allez pouvoir vous adresser à eux. Donc comme je vous disais, ils ne se substituent pas à l'agence juive, ils vont vous aider en parallèle. L'adhésion à l'association coûte 126 € par famille et ça vous permet d'accéder à plein de choses que je vais vous citer maintenant, mais sincèrement, je vous fais vraiment un résumé très simple et si vous voulez plus d'informations sur cette association qui, ma foi, semble quand même être très intéressante, eh bien, il faudra vous adresser directement à eux. Et si vous avez besoin d'un relais, je me fais le relais avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous disais, 126 € par famille et ça vous permet, en fait, déjà, avant même de partir en Israël, d'avoir droit à un ulpan en Zoom pendant 5 ou 6 mois, d'avoir un accompagnement budgétaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des rendez-vous avec une personne qui est spécialisée justement dans la budgétisation de votre alia, qui va voir avec vous si vous avez les moyens financiers de faire certaines choses, d'habiter à certains endroits. C'est vraiment hyper important. Ça, c'est un point quand même qui n'est pas à négliger parce qu'on ne peut pas arriver en Israël ou dans n'importe quel autre pays d'ailleurs sans avoir une vision, on va dire, du budget qu'on doit avoir là-bas pour savoir si déjà c'est faisable, histoire de ne pas être après dans la nécessité, parce que l'idée, c'est pas de vivre son alia de manière difficile, l'idée, c'est de vivre son alia de la façon la plus facile possible,
autant que faire se peut, on va dire. Et ensuite, accompagné de Qualita, ils vous font également un accompagnement professionnel pour vous aider, par exemple, si vous avez besoin d'une reconnaissance de diplôme, d'une équivalence, d'une reconversion professionnelle. Un autre truc qui est aussi important, c'est qu'ils vous proposent des alias en fait dans 3 villes en Israël, donc à Jérusalem, à Haïfa et à Carmiel. Ils peuvent vous proposer également d'autres villes, mais ça c'est en fonction aussi de vous et de votre budget. Et si j'ai bien compris, ils se sont concentrés sur ces 3 villes parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de facilités, par exemple, pour les écoles, où c'est des quartiers où vous allez avoir quand même déjà pas mal de Français qui se sont installés, qui pourront vous aider, etc. Et autre chose, enfin, le dernier point que je voulais soulever, c'est qu'ils ont en fait un conseiller de l'agence juive qui est dédié aux personnes qui font leur alia en passant par cette association. Donc voilà, en gros, je voulais vous parler de cette association si ça peut vous aider, si ça peut vous encourager aussi pour pas vous sentir seul quand vous avez envie de faire votre alia. Et souvent, on ne sait pas ni par quoi commencer, ni si on va s'en sortir, etc. Donc ça peut être intéressant d'avoir un soutien de leur part. Donc je vous rappelle que je vous mets le site de cette association dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Et comme vous le savez, si vous avez des questions, vous pouvez tout mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider dans la mesure du possible. Alors, ceci étant dit, on va passer maintenant à l'histoire de l'ALIA de monsieur. Et j'ai préparé quelques questions en fait pour pouvoir l'orienter un petit peu dans ce qu'il va nous dire. Et voilà, on va commencer tout simplement. Alors, franchement, soyez indulgents parce que là, j'ai l'impression d'être Claire Chazal, alors que franchement, c'est pas du tout mon domaine. Donc, on va essayer de faire ça à la cool. En même temps, je sais pas trop comment on va s'organiser. Voilà, c'est un peu une première pour nous, donc un peu d'indulgence. J'espère juste que voilà, ça sortira bien à la caméra. On verra ça au montage. Bon, chérie. Oui. On va essayer de faire comme si la caméra n'était pas là et qu'on parlait tout seul, ok? Ouais. Donc, je vais commencer par la première question. Alors, quel âge tu avais quand tu es arrivé en Israël et dans quelles conditions familiales? J'avais 35 ou 36 ans. J'étais donc marié et je n'avais pas d'enfant encore à ce moment-là. Donc on a décidé à ce moment-là de faire la LIA parce que c'était une période où il y avait beaucoup de problématiques de manifestations violentes devant les synagogues. Charlie Hebdo, Hyper Cacher, tout ça, c'était dans cette période-là, 2015 je crois. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit que, je dis on parce que c'était une décision commune, qu'on ne voulait pas créer une famille, avoir des enfants dans ce contexte-là et dans la peur après de faire prendre le métro, le truc, le bus, etc. Donc c'est comme ça qu'on a décidé en fait de partir de partir en Israël. Tu as fait ton alia depuis quelle ville en fait? T'es parti d'où? De Paris. J'habitais à Paris, enfin à côté de Paris, au Lila. On a fait toutes les démarches de Paris avec l'agence juive. Alors, il faut savoir que à ce moment-là, mon ex-femme avait de la famille en Israël. Donc, c'est quelque chose qu'on a pu préparer un peu à l'avance quand on s'est décidé, en allant visiter un peu les villes parce qu'on voulait savoir vers où on allait habiter. Alors, pour la petite anecdote, sachez qu'on ne se connaissait pas, mais on a fait notre alia en fait à 1 semaine d'intervalle. C'est ça, hein? Toi, t'es parti genre autour du 15 décembre. Et moi, j'ai fait mon alia le 27 de la même année. Et en plus, on est partis tous les deux de Paris. Donc, ça veut dire qu'on a fait toutes nos réunions agences juives ensemble sans même le savoir, puisqu'on était finalement dans le même paquet de personnes qui font l'alia. Donc, c'est assez drôle. Prochaine question, chérie. Qu'est-ce que tu as fait les premiers mois de ton arrivée et où est-ce que tu as atterri? C'est-à-dire, quelles ont été tes occupations, on va dire, dans les 6 premiers mois? Comment tu t'es organisée? Donc, quand je suis arrivé en Israël, je suis allé directement à Jérusalem. L'objectif principal, c'était d'aller d'abord apprendre l'hébreu. Et donc, c'est pour ça que d'abord, je suis allé à Jérusalem dans un ulpan qui s'appelle Ulpan Etzion. Je vous en ai parlé de l'Ulpan Etzion parce que moi aussi je l'ai fait, mais à Haïfa, si vous vous souvenez. Et donc, cet ulpan, alors pourquoi j'ai choisi cet ulpan? C'est parce que c'est un ulpan à la base qui est universitaire et je voulais apprendre le plus rapidement possible et avoir un bon niveau vu que je n'en avais quasiment pas. Je dis j'en avais quasiment pas parce que en fait, avant de partir en Israël,
à l'aide de mon travail, j'avais pu prendre des cours d'hébreu dans un ulpan de 6 ou 7 mois. Et donc, du coup, je suis allé directement à l'ulpan Etzion en interne, en internat. Ça m'a mis un peu dans une bulle. Donc, tu as fait le choix de mettre en avant, à ton arrivée, l'apprentissage de l'hébreu. C'était ta priorité, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et donc, tu as atterri à Jérusalem, c'est bien ça, et tu es resté donc le temps de l'Ulpan en internat. En internat. D'accord. Ok. En fait, l'avantage de l'internat, c'est que ça m'a mis directement dans une bulle où je n'avais pas autre chose à penser que apprendre l'hébreu et pas besoin de chercher du travail à ce moment-là tout de suite, pas besoin de penser à un loyer. Alors oui, il y avait un petit loyer, mais c'était loyer, repas compris. Donc Oui, c'est très accessible voilà, financièrement. Ça c'était permet de se libérer accessible. à ce niveau-là. On a le matin, on a les cours. L'après-midi, si quelqu'un veut travailler, il peut aller travailler. Ça a permis aussi d'être avec des personnes du monde entier. Donc, au final, au début, on parle anglais. Et même entre nous, après, on essaie de parler en hébreu. Et ce qui permettait déjà de se mettre dans Dans le le bain. bain. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Alors, à la suite de ton Ulpan, si je ne me trompe pas, chérie, tu me diras. Donc ensuite, tu as vécu à Rishon LeZion. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Rishon LeZion? Et autre question que je voulais rajouter avec Rishon, c'était est-ce que tu t'y sentais bien et est-ce que tu y avais trouvé un équilibre en tant que Olé Hadash? Oui, je suis allé à Rishon LeZion après. La raison pour Rishon LeZion, c'est que c'est une ville que j'avais visitée avant, avec l'aide d'une personne qui travaillait à ce moment-là là-bas et qui aidait les Olim, qui s'appelle Guy, qui est très sympa. Guy, si tu m'entends, je t'embrasse. Et, et il m'avait fait visiter la ville. Et à ce moment-là, Rishon LeZion était pour nous, en tant avec mon ex-femme, un endroit bien parce elle avait de la famille qui était un peu dispersée, c'était un peu central. Mais sinon, la ville en elle-même, c'est une ville vachement agréable. Donc, Il y a beaucoup de Français à Rishon LeZion? Parce qu'il me semble qu'il y a plus de Russes que de Français, non? Ah oui, c'est une ville très russe. Le quartier où il y a la mer et où il y a beaucoup de Français qui vivent là-bas, c'est assez cher en soi. Et moi, j'habitais plutôt dans le centre-ville. Et dans le centre-ville, il y avait une petite communauté de Français, mais pas de synagogue française ou des choses comme ça. Alors ça, c'était un peu pour situer où tu étais, ce que tu as fait au début. Donc en fait, quand est-ce que tu as commencé à travailler sur le marché du travail israélien et quel a été voilà, tes premiers jobs, comment tu t'es intégré au monde du travail israélien? Alors moi, j'avais pour objectif, en fait, de continuer à parler en hébreu. Le but, c'était en sortant de l'UPAN, c'était de travailler en hébreu pour pouvoir perfectionner la langue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est exactement le conseil que je vous avais donné dans ma vidéo quand je vous disais que si après l'UPAN, vous pouvez prendre un petit job alimentaire pour pouvoir justement perfectionner votre hébreu, bah, au final, vous voyez, voilà, c'est ce que Yann a fait. Et est-ce que ça t'a été utile au niveau de la langue? Alors oui, ça Oui. m'a été utile, c'est certain. Donc j'ai été pris à Chetzirinam. Alors, C'est un supermarché, un peu. Enfin, il a son style particulier, mais c'est un supermarché. Quand je vous parle de chauffeur sale, voilà, voilà, Khetzirinam, c'est c'est la la même même chose. chose. Et donc j'ai été pris, là-bas. Il faut savoir qu'ils engagent beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français, d'Éthiopiens, de Des Olim, Russes, quoi, du monde entier. du monde entier. Et j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans, je crois. D'accord. Pendant 4 ans, et ça m'a permis, en fait, jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte que Tu stagnais au niveau de l'hébreu? je stagnais, ça devenait répétitif, mais en tout cas, on apprend vachement de vocabulaire parce que c'est pas à l'ulpan qu'on va apprendre le mot brosse à dents, dentifrice, etc., Et etc. puis même, je pense que d'être au contact des Israéliens, eh bien, on apprend aussi le langage de la rue. Comme nous, en français, Ça, on on apprend va aussi. parler un espèce de slang. Ben, c'est pareil, quand on est au contact des Israéliens, on apprend le vrai langage des Israéliens et pas quelque chose de scolaire. Et donc, je pense que ça a dû t'aider aussi beaucoup pour ça. Ok, donc ça, t'as fait ça pendant 4 ans. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu faisais en France? Parce que j'imagine que tu travaillais pas dans un supermarché. Non, en France, j'avais un peu la double casquette. D'un côté, moi, j'ai fait une école en tant que directeur artistique dans le graphisme.
j'ai fait 5 ans d'études. Après ça, c'était un peu galère. J'ai fait beaucoup de freelance. Et après, en même temps, j'ai été responsable de la sécurité au consistoire de Paris. Et, et ça m'a permis, en fait, c'est là-bas aussi que ça m'a permis donc de prendre des cours d'hébreu avant de faire le lien. D'accord. Mais en arrivant ici, c'est quelque chose dont je voulais essayer de continuer la sécurité, mais il fallait avoir fait l'armée. Il faut savoir qu'en Israël, il faut avoir fait l'armée pour pouvoir accéder à tout ce système-là de sécurité partout où il y a. Donc l'expérience que j'avais à ce niveau-là n'était pas valable ici. Elle n'avait pas été prise en compte. Et en fait, il n'y a pas, aujourd'hui, si je comprends bien, il n'y a pas d'équivalence pour le travail que tu as fait en France de sécurité Non. et pour pouvoir retrouver une espèce d'équivalence ici et pouvoir exercer dans ce domaine. Ça, Non. ça n'existe pas. Il faut avoir fait l'armée dans tous les D'accord, boulots de ça, sécurité reconnus. Il faut avoir fait l'armée. Et est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité de faire l'armée quand tu es arrivé pour Trop pouvoir vieux. ensuite continuer à travailler? J'étais trop vieux. T'étais trop vieux, donc il y a une limite d'âge où ils veulent plus, ils prennent plus les gens, même avec une expérience comme la tienne. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent, d'accord. Alors, ma prochaine question, c'était comment as-tu vécu ce tournant de ta vie professionnelle? Parce que si je résume, donc en France, tu as fait des études de graphisme, puis tu as fait ta carrière plutôt dans la sécurité, et en arrivant en Israël, tu as fait un peu comme tout le monde, tu es redescendu en bas de l'échelle et tu as trouvé un boulot donc, dans un supermarché pour ensuite trouver enfin du travail finalement dans ton domaine, c'est-à-dire dans le graphisme, alors que finalement en France, tu n'avais pas eu cette opportunité. Alors pourquoi je relève ça finalement? Parce que j'avais envie juste de dire que finalement, même ici, il y a un espoir professionnel pour nous tous, même nous qui sommes français, même nous qui ne parlons pas super bien l'hébreu, c'est finalement encourageant. Alors, il faut savoir une chose, c'est que à ce moment-là, moi, j'étais pas comme toi, j'avais pas des enfants. Oui. Donc, c'est assez important à préciser. Donc, j'ai pu me concentrer sur l'hébreu d'abord. Et ensuite, c'est sûr qu'au début, commencer à travailler dans un supermarché en bas de l'échelle, comme tu as dit, au début, c'est un peu. Les premiers jours, c'était un peu dur. Et donc, oui, je n'avais pas d'enfants. Donc, c'était la différence entre toi et moi. C'est que moi, je n'avais pas ce souci-là de nourrir une famille derrière, à part payer mon loyer. Je n'avais pas ce souci-là. Disons que c'était une étape nécessaire. Et je pense que quand on fait l'ALIA, il faut aussi se mettre. Enfin, ça, c'est mon point de vue à moi. Il faut se dire aussi que on va en chier. On est dans un pays avec une langue différente, avec une culture différente, avec des contraintes différentes. Et en fait, donc, à partir du moment où j'ai travaillé, où j'ai senti que je stagnais, puis que je commençais à en avoir marre de travailler 12 heures par jour dans un supermarché, debout à la cafétéria, et ben là, j'ai commencé à chercher du travail en tant que graphiste, parce que je voulais utiliser ce que je savais faire, au final le mieux. Et j'ai trouvé une boîte donc française qui cherchait un graphiste. Et donc j'ai pu travailler en français, parce qu'elle a travaillé avec la France, aimait en tant que graphiste du coup. Et ça m'a permis en fait de monter mon niveau de graphisme, de me mettre à jour et puis de m'épanouir dans ce que je voulais. Oui, de repasser dans un domaine d'activité qui est le tien, en fait. Exactement. Ok. Donc aujourd'hui, ça fait 8 ans que tu es en Israël, un petit peu plus même. Alors, avec ce recul des 8 ans, d'accord, donc l'ALIA, elle est derrière toi depuis 8 ans. À quel moment, finalement, tu t'es vraiment senti à l'aise dans le pays? C'est-à-dire, à quel moment tu t'es dit, là, voilà, ça y est, je me sens un peu plus intégrée, je me sens bien, je me sens à l'aise, voilà, je me sens un peu plus israélien. À quel moment, finalement, et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur dans tout ce qui a pu t'arriver, qui a fait que tu t'es senti mieux et en te disant aussi, c'est ici ma place, quoi. Bah, depuis que je t'ai rencontré. Bon, et plus sérieusement. Moi, je veux bien y croire, hein. Ça me fait plaisir, hein, vous imaginez bien. Mais je suis pas sûre qu'il a attendu autant de temps pour se sentir bien. Je pense que tu serais reparti avant quand même. Alors en fait, je dirais depuis que j'ai divorcé. Quand j'ai divorcé, j'avais déjà ma fille. Mais à ce moment-là, moi, étant donné que toute ma famille elle est en France, pour moi, dans ma tête, c'était
bah, maintenant tu es seul et tu as une fille à assumer. Donc, il faut que tu te bouges les fesses, il faut que tu trouves un appartement, refaire les papiers, la banque, enfin tout ça, tout ça. Et là, tu es vraiment seul à ce moment-là. Donc, même si j'ai fait un double pan, même si je travaillais dans un supermarché, etc., il faut savoir que le vocabulaire utilisé dans une banque ou le vocabulaire utilisé pour les assurances ou autre chose, Ah oui, c'est c'est spécifique. spécifique, donc c'est compliqué et il faut y aller en fait. Mais l'avantage aussi, c'est que il faut pas oublier un truc, c'est qu'en Israël, les Israéliens sont très très gentils avec les Olim Hadashim et ils sont toujours là à répéter, à t'aider, à t'orienter, et non pas genre vas-y, vite, je te pose des questions et tu réponds quoi. En même temps, c'est un pays d'immigrés, faut pas l'oublier. Voilà. Si c'est pas nos générations à nous, c'est-à-dire que nous, tous les deux, on est la première génération à faire notre alia dans nos familles respectives. Mais vous avez plein de gens qui sont déjà en Israël depuis des années et c'est leurs parents ou leurs grands-parents qui ont fait leur alia. Donc on a tous une part d'immigrés en fait en nous. Et donc à ce moment-là, il a fallu que je me batte et que j'apprenne les choses par moi-même et que je fasse les choses par moi-même. Et en fait, et donc je rencontrais du monde aussi. En fait, de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte que ça allait quoi. J'étais pas En fait, ça si. t'a conforté Ben, dans tes connaissances et dans le fait que tu étais capable. exactement. En fait, je me suis coupé un peu des Français à ce moment-là. Et du coup, je parlais qu'en hébreu et je me rendais compte que tout le monde me disait que je parlais bien, que tout le monde me comprenait. Voilà, à ce moment-là, je me sentais bien. Ça t'a fait une libération en fait au final de te trouver dans une situation familiale différente, d'être livré à toi-même en fait. Ça a été un peu, en fait, ça a été bénéfique. Ouais, C'est ça, complètement, ouais. hein. Ça a été bénéfique. Parce que ça t'a prouvé que finalement tu étais bien intégré et que pour ce que Com- tu avais eu à faire après ton divorce, tu t'en étais très bien sorti tout Contrairement aux seul. mauvaises langues, finalement, je m'en sortais plutôt bien et j'étais fier de moi dans mon parcours. Et franchement, ça faisait du bien de se prouver des choses à soi-même, quoi. On applaudit. Ok, alors ça, c'est génial, tu as trouvé enfin ton équilibre en Israël. Est-ce que malgré tout, tu as eu une période de doute et peut-être l'envie de faire une yérida? Alors, une yérida, c'est quoi? C'est l'inverse de l'alia. Je vous rappelle que alia, ça veut dire une montée. On monte en Israël, c'est quand on vient s'installer. Une yérida, c'est une descente. C'est quand on repart en France parce qu'on n'est pas arrivé à s'intégrer en Israël. Donc, est-ce que tu as eu un moment, toi, où tu as eu un peu un doute de te dire, je sais pas si c'est fait pour moi ici, je sais pas si je vais y arriver toute une vie entière, peut-être que je pense éventuellement à rentrer en France. Alors, avoir des doutes, à savoir si on va y arriver, etc., oui, mais penser à rentrer en France, jamais. Je suis pas passé par le stade de vouloir rentrer. Je suis quelqu'un d'assez persévérant. Et au final, j'ai toujours pensé, oui, j'ai toujours pensé, waouh, c'est vrai qu'en France, on avait 5 semaines de vacances. C'est vrai qu'en France, on avait la protection au niveau des loyers, au niveau du travailleur, au niveau de plein de choses qu'ici, il n'y a pas. Mais à côté de ça, en fait, porter la kippa dans la rue et être dans un pays juif avec une protection, avec une armée, avec une solidarité, avec tout ce qui va avec, euh, non, j'avais pas envie de retourner en France. Alors, quel a été l'élément le plus compliqué pour toi auquel il a fallu que tu t'adaptes? Donc, je m'explique. Est-ce que ça a été par exemple la langue? Est-ce que ça a été la culture? Est-ce que ça a été la météo? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il fait quand même chaud beaucoup de mois dans l'année et que pour certains, la chaleur, elle est dure à supporter. Est-ce que ça a été l'éloignement avec ta famille ou est-ce que ça a été le changement de parcours professionnel? Tu vois, quelle a été finalement la chose la plus compliquée pour toi à laquelle il a fallu que tu t'adaptes? Alors, la langue, c'est une évidence parce que c'est un défi tous les jours, hein, faut pas se leurrer. Mais je pense que c'est la culture. La culture israélienne et la culture française, c'est absolument pas la même chose.
les Israéliens sont tout le temps à crier, même pour se dire qu'ils s'aiment entre eux, ils crient en permanence. Ça, c'est vrai. On a l'impression qu'ils Et se disputent on a alors qu'en l'impression fait, qu'ils ils sont en sont train de des faire la guerre, confidents. mais en fait, ils sont en train de se dire qu'ils s'aiment. Ça a été dur à ce niveau-là de s'adapter. En même temps, s'adapter. On est vraiment, même aujourd'hui, je pense pas qu'on peut dire qu'on est adapté. On vit un peu à la française, mine de rien. On n'est pas intégré à 100%. On est vraiment franco-israélien, je pense. Et même au niveau de l'éducation des enfants, c'est pas du tout la même chose. Quand on vit en Israël, on est obligé, mine de rien, de côtoyer des Français. Et je sais pas, on parle musique, on parle de la culture et de tout ce on a vécu avant. C'est pas des choses avec lesquelles on peut parler avec des Israéliens. Ils comprennent pas forcément ce qu'on a vécu nous en dehors d'Israël. Et ça, ils ne le comprennent pas. Par contre, nous, on comprend pas, avant de l'avoir vécu, ce que c'est qu'une solidarité pendant une guerre ou ces choses-là. Donc en fait, c'est un petit mélange et c'est difficile à un moment donné de trouver sa place, mais il faut la trouver et quand on la trouve, c'est juste cool, quoi. Comment tu te sens aujourd'hui en Israël? Bah, depuis que je t'ai rencontré, je me sens encore mieux. Il y tient. Alors, j'ai vu ta vidéo hein, et je vais reprendre quelque chose que je crois que tu as dit. C'est vrai qu'en Israël, quand on fait l'Aliyah, on se sent un peu comme les Roumains en France où on est vraiment doigt donné à le genre. Voilà, on se met on prend cette place-là. Bon, bah, au Hachem, on fait pas la manche. Que Dieu Non, nous en mais préserve. Mais oui, je comprends ce que tu dis. Voilà, on est vraiment à cette place-là, en tant qu'immigré, hein, forcément. Le fait de travailler dans une boîte en français, avec des Français, etc., c'est vrai que on garde ce côté français entre nous. Donc je pense pas qu'il y ait qu'il y ait une intégration à 100%. Oui, mais c'est quand même aussi un confort de travailler dans ta langue natale. C'est un confort de pas, C'est bien un sûr, confort, comme le tu fait te sens d'être en non. couple avec ensemble parce qu'on parle en français à la maison et que on a une culture en commun et des choses comme ça. Alors, moi, je fais une aparté, mais c'est pas ce que tu m'avais dit quand on s'est rencontrés. Tu te rappelles? Moi, je te disais, avant même qu'on se mette ensemble, c'est-à-dire les quelques heures, les quelques premières heures où on s'est rencontrés avant, moi, j'expliquais que je ne me voyais pas faire ma vie avec un Israélien parce que justement, il y a une différence de culture, au-delà de la langue, parce que la langue, ça peut toujours s'apprendre, etc. C'est pas le plus gros souci, mais il y a une différence de culture dans tout, en fait. Et par exemple, parler des films qu'on a vus dans notre enfance, ben, on n'aurait pas pu. Ce genre de choses, vous voyez, les chanteurs, les machins, tous ces trucs-là, même l'histoire de la France, etc., c'est pas des choses qu'on aurait pu partager ensemble. Et toi, tu me disais que non, 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 t'aurais pu le faire. Tu partais dans le principe, après ton divorce, de rencontrer des Israéliennes parce que justement, ça te gênait pas en fait, et que tu aurais pu t'imaginer faire ta vie avec une Israélienne. Donc finalement, aujourd'hui, est-ce que tu aurais changé d'avis? Est-ce que tu aurais reconnu que ta femme avait raison avant même que je devienne ta femme? Ma femme a toujours raison. Faut le savoir. Ma femme a toujours raison. Voilà, je le dis haut et fort, c'est enregistré sur YouTube. Ça va bien. Non, mais oui, en effet, j'avais ce discours-là parce que à ce moment-là, j'étais dans cette période où j'avais des choses à me prouver à moi-même. Et, et je devais me prouver à moi-même que je pouvais vivre en Israël, entouré que d'Israéliens, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans côtoyer forcément de Français. Donc, je l'ai fait. Et il y avait des avantages, il y avait des inconvénients, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand toi tu avais ce discours-là, je te disais, mais non, moi je pouvais, machin, etc. Mais c'est vrai qu'avec du recul, ben, je me verrais mal, un truc bête, tu vois, quand il y a eu l'euro, voilà, l'euro vient de finir, on supportait quand même la France, même si on vit en Israël. S'il y avait eu Israël, on aurait supporté Israël. Mais voilà, alors que quand il y avait eu même la Coupe du Monde, je me rappelle, je regardais dans le train ou dans le bus sur mon téléphone la Coupe du Monde, et il y avait tout le monde qui était pour qui était contre la France. Qui était contre la France. Pas forcément voilà. Pour l'autre équipe, ils étaient juste contre la France. Tout le monde était contre la France, voilà, c'était comme ça. C'est vrai, je m'en souviens aussi. Mais du coup, aujourd'hui, je me sens bien dans mon intégration, oui. Je me sens bien à vivre en Israël, oui. Je me vois mal vivre ailleurs. Je garde toujours en tête, malgré la difficulté, parce que c'est pas facile hein, de vivre en Israël. Il faut pas se voiler la face. C'est pas. Je garde toujours en tête de pourquoi j'ai fait l'Aliyah.
qu'en fait, moi, de mon point de vue à moi, c'est pas pour moi que j'ai fait l'ALIA, spécialement, c'est pour ma fille. J'ai accepté le fait de vivre comme ça, en fait. Un peu comme toi, au C'est final. ça, c'est ce que j'allais dire. Tu as Je accepté pense, ta condition je pense que, de franco-israélien et non pas d'israélien à part entière. en fait, je pense que j'ai essayé de travailler dans des boîtes israéliennes. Et la langue, il n'y aurait pas eu de problème. L'écrit est extrêmement compliqué. Et envoyer des mails, répondre, etc., etc. On peut avoir fait le meilleur ulpan. Il faut vraiment on peut le faire, hein, je ne doute pas qu'il y ait des gens qui réussissent. Mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc c'est sûr qu'on a, enfin, toi et moi, on a eu cette chance-là de travailler aussi avec des boîtes françaises. Exactement, c'est ça que je voulais quand même aussi souligner et que j'avais déjà souligné auparavant, c'est qu'on a la chance qu'il y ait des entreprises françaises en Israël, vraiment. On a la chance qu'il y ait des gens qui aient monté des boîtes qui permettent à des Français de pouvoir avoir du travail dans leur langue maternelle, parce que c'est là qu'on peut montrer toutes nos compétences, qu'on peut évoluer et qu'on peut s'épanouir dans son travail. Voilà. Bien sûr que si vous avez un travail comme par exemple assistante maternelle, que depuis la France, vous venez en tant qu'assistante maternelle, vous allez pouvoir exercer ici votre propre métier directement dans les GAN et dans les écoles ici. Ça, c'est sûr. Mais il y a plein de métiers où c'est beaucoup plus compliqué et pour pouvoir montrer ses compétences et pour pouvoir être à l'aise, eh ben, il faut pouvoir exercer dans sa langue maternelle. Et c'est vraiment une chance. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je ne sais pas ce que vous faites. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Comme ça, vous pourrez aller voir la première partie. Chérie, je vais passer à la dernière question. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui souhaitent faire leur alia, quel serait ce conseil? Alors moi, je pense que j'ai deux conseils. Un qui se Alors fait. non, j'avais dit un. Je rigole. Je pense qu'avant de faire la l'ALIA, il faut se mettre un objectif. Le premier objectif, c'est de dire où on pose des valises et parler d'hébreu. C'est indispensable, même si on parle anglais couramment. Alors, si vous parlez anglais couramment, c'est sûr, tout le monde parle anglais couramment, vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Mais ça fait partie de l'intégration, de comprendre la langue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'avancer après avec des objectifs. Je sais où je veux aller, j'y arrive, je fais mon ulpan, je travaille, se trouver le travail et persévérer et essayer de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Alors, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est sûr qu'il faut au moins savoir où on atterrit. Mais comme vous le savez, moi, mon allié, elle n'a pas ressemblé tout à fait à la tienne. Et moi, je suis arrivée vraiment en n'ayant rien prévu, si ce n'est que je savais que j'allais arriver à Haïfa. Voilà. Mais j'avais rien prévu, chérie. J'avais rien prévu, ni les écoles des enfants, ni le travail, ni l'appartement, rien du tout. Mais bon, si je peux me permettre de faire ma propre conclusion, hein, je vais me permettre, hein, après tout. Moi, j'ai envie de vous dire que effectivement, il a raison, c'est quand même mieux de préparer un minimum son alia. Mais par contre, moi, mon conseil, ça serait surtout de, quand vous arrivez en Israël, c'est de vous y mettre de suite. De pas vous dire, oh là là, c'est tranquille, on a le sale clita pendant 5 ou 6 mois, on va pouvoir respirer. Franchement, on n'a pas le temps de respirer maintenant. On respirera plus tard. Je sais que c'est dur parce que vous venez de faire votre cadre, vous venez de quitter vos familles, vous arrivez dans un nouveau pays que vous connaissez peut-être mal ou pas du tout. Et je sais que ça fait beaucoup de changements, mais c'est justement à ce moment-là, le moment peut-être un peu le plus critique, qu'il faut foncer et qu'il faut y aller, qu'il faut faire l'ulpan, qu'il faut trouver un travail, qu'il faut mettre les enfants dans les écoles israéliennes avec des enfants israéliens. Ne les mettez pas dans des écoles où il n'y a que des Français. En tout cas, moi, c'est un conseil que je peux vous donner. Et c'est maintenant qu'il faut y aller parce que c'est maintenant en fait que vous aurez la chance de pouvoir tout démarrer et de pouvoir tout réussir en fait, si Dieu veut. Il n'y a pas de raison. Mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et c'est uniquement après cette période-là qui durera peut-être 1 an ou 2 ans ou 6 mois pour certains, ça dépend vraiment des gens, mais c'est après cette période où vous vous serez donné à fond que vous allez récolter les lauriers de votre travail, entre guillemets, en tout cas des efforts que vous aurez fournis, et ça c'est hyper important. Voilà, moi c'est ça que je pourrais vous donner comme conseil. Et n'ayez pas peur de recommencer à zéro. De toute façon, on recommence notre vie à zéro quand on fait l'ALIA. Et c'est dur au début, mais ça en vaut le coup. Et vous le faites pour vous, et vous le faites pour vos enfants. Et vos enfants, eux, ils n'auront pas les difficultés que nous, on a pu traverser, ou vous avez pu traverser en arrivant.
Et ça, c'est cet objectif-là qu'il faut avoir. Et n'oubliez pas qu'Israël, ça reste le pays des Juifs, le seul État juif au monde, et dans lequel on peut porter une kippa, pratiquer, faire sa religion, Ou pas, d'ailleurs. ou pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas du tout ni religieux ni pratiquant, vous serez tout aussi bien accueillis. C'est pas, voilà, ça pose aucun problème. C'est important de la préparer, son alia, mais c'est sûr qu'en tant que juif français qui a fait son alia, on a juste envie, nous, que vous puissiez connaître la même chose que nous. Euh, on ne parle pas des difficultés, on parle de la sérénité qu'on a à l'intérieur de nous, d'être dans notre propre pays. Et ça, en fait, on le souhaite à tous les juifs du monde entier. Donc c'est pour ça qu'on a un discours qui est peut-être un peu plus tourné cette fois sur le fait de, voilà, pour faire l'alia, faites comme ci, faites comme ça. Mais c'était important de le préciser. Voilà les amis, je pense que vous savez absolument tout désormais. Si vous avez des questions, vous le savez, je suis dispo dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions également sur l'association dont je vous ai parlé en début de vidéo, pareil, n'hésitez pas non plus. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mettez un pouce, partagez la vidéo, c'est important. Et posez des questions dans les commentaires, ça va aider Chaya vachement pour l'algorithme YouTube. Ça, je vous l'ai déjà expliqué hein, dans une autre vidéo que plus vous commentez, plus vous likez et plus vous vous abonnez et plus la chaîne peut grandir. Et grâce à ça, je peux vous proposer des vidéos de meilleure qualité, etc., etc. On peut faire grandir la chaîne. Donc on compte sur vous, on vous fait plein de gros bisous et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.